Bonjour. Je vais en quelques mots vous remercier d'abord tous et toutes d'être présents à ce colloque qui se tient, vous l'avez noté, dans des conditions un peu particulières. Mais nous avons quand même, avec Maud, tenu à maintenir le format de ce colloque et en l'adaptant bien sûr avec des interventions à distance. Et pour un confort d'écoute, nous avons rythmé ce colloque en trois moments distincts autour de trois panels et de nombreux intervenants parce que vous êtes très nombreux. Merci à vous de votre présence virtuelle. Donc, quand je dis que vous êtes nombreux, vous êtes près de 200 à suivre ces troisièmes assises des administrateurs salariés. Nous sommes effectivement à la troisième édition et Réalité du dialogue social travaille sur ce sujet, vous le savez, depuis 2014. Et nous venons de publier une enquête réalisée auprès des administrateurs salariés dont les résultats vont vous être présentés d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais dire deux mots, même si tout le monde connaît bien Réalité du dialogue social, sur notre vocation, au fond. Notre association, d'ailleurs, va fêter ses 30 ans l'année prochaine et notre vocation, au fond, c'est de promouvoir simplement le dialogue social en France et d'avoir un point de vue aussi européen. Notre spécificité, la diversité de nos membres et l'équilibre des participations, puisque nous réunissons aujourd'hui, je l'ai dit, sur ces 2 jours, près de 200 membres représentant des directions d'entreprise, des administrations publiques, des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, mais aussi des fédérations professionnelles et des associations. Nos activités, je le rappelle, se répartissent d'abord entre l'organisation de conférences autour de personnalités, de professionnels sur des sujets très opérationnels. Certains ont suivi les webinaires télétravail, les accords de performance collective, j'en cite que 2. Notre activité, c'est aussi l'animation de groupes de réflexion thématiques, avec au départ pour ambition de déchiffrer des tendances, des modalités ou des objets de dialogue social. Depuis 2 ans, nous avons travaillé sur l'impact du numérique dans le dialogue social. Nous avons lancé en octobre 2020 un nouveau groupe Dialogue social, levier de la transition écologique. De la même façon, nous avions abordé très tôt le sujet de la place et du rôle des associations et des administrateurs salariés dans la gouvernance d'entreprise. Ce sont des travaux long cours qui donnent lieu à des publications, à des mises en débat comme celle d'aujourd'hui. Notons aussi que certains de nos membres et administrateurs font vivre l'association en région, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est, et nous démarrerons en cette fin d'année quelques initiatives dans Hauts-de-France. Je voulais remercier à cette occasion tous ceux qui participent à la vie de l'association. Je profite de l'occasion aussi pour rappeler 2 caractéristiques de RDS. Reconnue d'intérêt général, elle s'adresse aussi bien aux acteurs du monde du travail qu'aux étudiants, à l'ensemble des citoyens finalement, en jouant un rôle de sensibilisation aux relations sociales. C'est notamment la modeste ambition de nos travaux sur ce sujet, de la représentation des salariés dans la gouvernance d'entreprise. Notre association est financée uniquement par les cotisations de ses membres et ne bénéficie d'aucune subvention publique, ce qui nous garantit une complète indépendance dans nos travaux. Et pour les poursuivre, nous avons besoin de vous, j'en profite, de votre fidélité aussi, des nouveaux membres, afin d'enrichir nos réflexions, diversifier les approches. J'avais envie de dire, faites connaître et faites adhérer RDS. En termes de coopération, je tiens finalement à remercier nos partenaires pour cette journée importante de les citer, bien sûr, j'ai à cœur de les citer. D'abord le Collège des Bernardins qui avait organisé les 2 premières assises, et nous y avait associés. Le Collège des Bernardins, dont le programme de recherche sur l'entreprise s'est achevé depuis 2018 et a continué, plus particulièrement avec le père Baudouin-Roger, a continué à participer à nos travaux, à notre enquête sur le vécu des administrateurs salariés. L'IFA, l'Institut français des administrateurs, qui anime notamment un club des administrateurs salariés, sa coprésidente Marie-Christine Lebert, qui interviendra tout à l'heure dans le second panel.
Merci aussi à News Tangarach, dont l'un des associés, Fabien Claire, merci, qui nous fait le plaisir d'animer ce premier panel. Remerciements aussi à Alternative économique, dont la rédactrice en chef du site Alter-Eco, Sandrine Foulon, animera demain le panel numéro 3. Enfin, le bureau français de l'OIT, merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser ce travail important aujourd'hui. J'en ai fini personnellement pour ces remerciements et cette présentation. Je laisse donc la parole à Cyril Combe. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Cyril Combe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je dirige le bureau de l'Organisation internationale du travail pour la France. Et je veux dire que je suis très heureux de participer et de suivre ces troisièmes assises des administrateurs salariés parce que, comme vous allez le comprendre, la question du gouvernement d'entreprise est une question très importante pour l'organisation que je représente en France. Donc, je voudrais remercier Patrick Bézier et Maud Stéphan et RDS pour nous avoir proposé de nous associer à ces assises. Ce n'est pas la première fois que l'OIT en France et RDS coopèrent, puisque nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur les questions de dialogue social international, par exemple, en 2018. Et puis RDS nous a aussi aidé et a contribué à célébrer le centenaire de l'OIT tout au long de l'année 2019, avec notamment l'organisation d'une séance spécifique dédiée au centenaire de l'OIT. Et je voudrais, dans ce contexte, revenir sur deux conclusions des travaux de ce centenaire qui étaient consacrés à l'avenir du travail, deux conclusions qui me semblent importantes pour bien comprendre la façon dont l'OIT s'intéresse aux débats qui vont être les vôtres dans les 2 jours qui viennent. La première conclusion était de souligner à quel point les transformations du travail auxquelles nous assistons sont liées aux transformations de l'entreprise elle-même. Donc, d'une certaine façon, le futur de l'entreprise et le futur du travail sont liés, étroitement liés, et se transforment sous l'effet des mêmes facteurs. Et une seconde conclusion était de souligner l'importance d'une approche volontariste pour travailler sur le futur du travail. Le futur du travail n'est pas la résultante mécanique de toute une série de transformations et d'innovations technologiques, mais le futur du travail dépend véritablement du futur que les travailleurs, les employeurs et les gouvernements sauront dessiner. Et c'est cette approche volontariste qui doit nous amener à souligner le rôle de la régulation, de la réglementation du travail et le rôle, évidemment, du dialogue social. Alors, la question du gouvernement d'entreprise est une question très ouverte au niveau international. Il n'existe pas de normes en la matière. Autant l'OIT a pu développer au cours de ses 100 ans d'existence de nombreuses normes en matière de dialogue social, dont nous avons d'ailleurs une conception extrêmement large, puisqu'il s'agit d'englober toutes les formes de dialogue et de coopération entre les employeurs, les travailleurs, mais également les gouvernements. C'est donc une question très largement ouverte et c'est dans cette perspective que nous avions demandé à Christophe Clerc et Olivier Favreau 2 rapports qui vont vous être présentés demain à midi et qui dressent une typologie des différentes modalités de gouvernement d'entreprise dans les différentes régions du monde aujourd'hui, avec un regard particulier sur la codétermination dont, en France, les administrateurs sont les praticiens, si je puis dire. Voilà les quelques mots que je suis heureux d'avoir eu l'occasion de partager avec vous. Et maintenant, Patrick, je vous rends l'antenne. Merci Cyril. Et puis merci au travail fait par l'OIT et de ces mots qui nous sont précieux. Sans tarder, démarrons donc les débats autour de la présentation de l'étude réalisée par RDS sur la base de plusieurs dizaines d'entretiens d'administrateurs salariés au cours du 2e semestre 2019. Elle a été réalisée sous l'égide d'un comité de pilotage composé du MEDEF, de représentants du MEDEF, de la CFDT, de la CFE-CGC, d'EFO et de l'UNSA. Plusieurs membres d'RDS se sont mobilisés sur ce sujet, dont Claire Guillemin, Alain Petitjean, associé du groupe Alpha et administrateur de l'association d'ailleurs, et Alain animera le panel numéro 2 demain,
Et je voulais remercier bien sûr Brigitte Vartel, également administratrice d'RDS, associée du cabinet de conseil Trust Management Advisor, à laquelle je passe sans tarder la parole. À toi, Brigitte. Alors d'abord, un mot sur le pourquoi de cette étude cette année. En fait, l'idée est venue à l'occasion des débats sur la loi Pacte de 2019, une loi qui a renforcé la présence des administrateurs salariés dans les comités, mais qui a plutôt eu une logique assez quantitative sur le nombre d'administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 1000 personnes, etc. Et ce qu'on a voulu, nous, essayer d'éclairer, c'est l'aspect plus qualitatif des missions et des apports des administrateurs salariés, comprendre quel est leur vécu, passer le micro à ceux qui y siègent déjà, et essayer de comprendre l'intensité de cette fonction et finalement comment ils la voient et comment elle pourrait évoluer, comment on peut améliorer peut-être les choses. Alors, je ne vois pas la présentation, je suis désolée, mais je pense que Maude a la main et qu'elle va développer. Nous la voyons, Brigitte. Très bien. Alors, on a pratiqué une trentaine d'entretiens avec des administrateurs salariés dont les organisations syndicales nous avaient donné les noms. Ces entretiens ont duré environ 1h30 à 2 heures à chaque fois, entre juin et décembre 2019. Il y avait dans ce panel 17 hommes et 11 femmes, voilà, et venant des différentes organisations syndicales d'origine, avec une forte ancienneté dans l'entreprise. 86% avaient plus de 20 ans d'ancienneté, une moyenne d'âge de 54 ans et une ancienneté dans le mandat plutôt plus faible, 70% avaient moins de 5 ans d'ancienneté dans leur mandat. Ce qui s'explique aussi par le fait que, comme la loi évolue et elle associe de plus en plus des administrateurs salariés, il y a de plus en plus de personnes qui ont pris leurs fonctions plus tardivement par rapport à d'autres. Donc c'est encore un mandat relativement jeune, on va dire. Quelques idées forces. Comment les personnes interviewées se décrivent-elles, leur motivation, leur parcours, les exigences de la fonction? Comme sans doute le dit le titre de la page que vous avez sous les yeux, on ne devient pas administrateur salarié par hasard. Et pour décrire ce qui amène une personne à prendre cette responsabilité, nous avons choisi de mettre en avant 4 points qui ressortent de nos entretiens. Ce mandat, il résulte d'une volonté affirmée et d'un fort engagement vis-à-vis de leur société de la part des administrateurs salariés qui arrivent à ce mandat. Ce sont des personnes très investies. Ce sont des personnes très investies qui étaient déjà très investies, si je puis dire, puisque le mandat, il s'inscrit pour la très grande majorité d'entre eux dans une suite logique d'un parcours syndical très riche dans l'entreprise, avec un peu le fait d'avoir eu toutes les fonctions ou différentes fonctions dans les différentes instances, dans les différents comités européens, comités de groupe, etc. Ce mandat, il suppose aussi des connaissances techniques importantes, à la fois stratégiques, financières, pour un certain nombre d'entre eux aussi la maîtrise de langues étrangères. Et c'est un véritable investissement en temps et en énergie pour eux, en termes de formation qui peut se faire au moment initial ou tout au long du mandat. Mais pour autant, ça n'est pas vu comme un obstacle pour eux. On y arrive, il y a déjà une certaine connaissance, une forte connaissance du groupe acquis par le parcours syndical, et le reste, c'est un certain nombre de connaissances à obtenir, mais ça n'est pas un obstacle pour aborder la fonction. Le quatrième élément qui est assez frappant et sur lequel on va approfondir derrière, c'est que ça requiert une dimension humaine particulière pour se mettre dans ces nouveaux chaussons, si je puis dire, et savoir tenir cette fonction et ce mandat sans complexe. Alors, du coup, c'est se mettre dans la peau d'un AS, d'un administrateur salarié, la première fois, d'après ce que l'on comprend, c'est un véritable challenge. Et c'est compliqué, hein, mais je recommencerai, dit un des administrateurs salariés, c'est compliqué,
Une des personnes interviewées nous a dit, au fond, un bon administrateur salarié, c'est comme un caméléon. Pourquoi un caméléon? Parce que, première chose, il doit s'adapter à son environnement. Et pour un administrateur salarié qui arrive, il faut savoir rapidement les codes du conseil d'administration pour ne pas se laisser non plus impressionner par les personnages qui sont autour de la table, par leur parcours, leur diplôme. Il faut avoir le courage de savoir s'exprimer tout en restant mesuré. Et puis, c'est tout au moment où l'administrateur salarié arrive dans le conseil d'administration, c'est quand même un changement de posture. Ce n'est pas en aucun cas un super délégué du personnel. Il n'est plus dans une logique revendicative. Il doit faire preuve d'une intelligence situationnelle, de comprendre tous les éléments de l'entreprise tout en faisant remonter la sensibilité du terrain. Donc, la deuxième comparaison avec le caméléon, à ce moment-là, c'est de dire ses yeux lui permettent une vision globale, c'est-à-dire qu'il a un œil qui peut regarder en l'air pendant que l'autre surveille le sol. Et c'est exactement ça. Pour l'administrateur salarié, c'est à la fois d'avoir une représentation globale de l'entreprise, mais aussi de savoir faire remonter vers le conseil d'administration toute la sensibilité du terrain. Et enfin, c'est un animal solitaire, et ça aussi, c'est une dimension qui est ressortie fortement des entretiens. L'administrateur salarié, au départ, quand il arrive dans ce conseil d'administration, il doit vivre avec une certaine forme de solitude face aux autres administrateurs qu'il connaît plus ou moins, un isolement par rapport à la technicité de la fonction qu'il ne maîtrise pas immédiatement, et puis aussi une solitude vis-à-vis des élus de son groupe, parce que finalement, il y a une sorte de barrière qui s'instaure entre les collègues qu'il avait précédemment et la façon dont il peut communiquer avec eux une fois dans le conseil d'administration. Donc, il y a une forme de solitude qui apparaît à ce moment-là. Et finalement, cet administrateur salarié, est-ce qu'il est un administrateur comme les autres? Puisqu'on dit toujours, mais au fond, c'est un administrateur comme les autres, il a sa place comme les autres. Alors, sans doute que, in fine, on pourrait dire que oui, mais ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de ce qu'on pourrait appeler la rentrée dans l'atmosphère, l'accueil dans le conseil d'administration. Et l'accueil, il dépend en grande partie du président du conseil, la façon plus ou moins favorable dont il voit la présence des administrateurs salariés dans le conseil. Est-ce qu'il les voit comme une contrainte légale ou est-ce qu'il les voit comme une opportunité d'avoir du retour? Est-ce qu'il a un bon contact avec cette personne que peut-être il a connue dans d'autres fonctions? Et donc, ce moment-là va être important aussi pour trouver sa place. Pratiquement tous les administrateurs salariés bénéficient d'un rendez-vous préparatoire en amont du premier conseil auquel ils participent. Un tiers des interviewés ont rencontré le président, ce qui est un bon signe quand le président prend la peine de recevoir l'administrateur salarié. On va dire que pour un autre tiers, le rendez-vous préparatoire, il relève plutôt d'un rendez-vous, on va dire, de onboarding avec l'exécutif, et c'est avec le secrétariat général ou avec la direction juridique ou le DRH que le rendez-vous a lieu, avec la remise d'une sorte de kit opérationnel qui dit le statut, le règlement intérieur, les coordonnées des administrateurs, un peu les droits et devoirs. Ensuite, dans le temps, là on parle de l'accueil dans le conseil d'administration, ensuite dans le temps, c'est par sa connaissance fine des métiers, du marché, des dossiers, que l'administrateur salarié va fonder sa légitimité et va gagner sa place et l'attention et la confiance des autres administrateurs. Donc ça prend du temps, hein. L'administrateur salarié, il apporte certes une réelle valeur ajoutée à cette instance de gouvernance, et il peut gagner ainsi un pouvoir d'influence sur les prises de décision, mais il faut laisser le temps à ce que cette chimie se fasse. C'est une instance qui reste intimidante, où il faut être à l'écoute et puis se laisser du temps pour devenir à l'aise aussi dans la prise de parole et dans le fait d'être à côté des autres administrateurs. Mais
in fine, ça sera aussi sa capacité à lui, et c'est là que c'est encore une qualité humaine supplémentaire, sa capacité à lui à construire des alliances avec les administrateurs indépendants, lorsque ceux-ci sont prêts à faire preuve d'écoute et de curiosité et qui peuvent être intéressés par justement la connaissance terrain des administrateurs salariés. Un autre allié, on peut dire, c'est les autres administrateurs salariés, quoique ces coopérations, elles ne sont pas si fréquentes que ça. C'est pas aussi simple que ça paraît initialement. Et pourtant, lorsqu'elles se font, tous disent que ça apporte une vraie valeur. Et enfin, le troisième allié possible aussi, c'est l'administrateur représentant l'actionnariat salarié. C'est pour décrire un peu la façon d'être au sein du Conseil. Après, il y a quand même 3 défis, nous semble-t-il, pour porter au mieux la voix des salariés dans la gouvernance tout en préservant l'intérêt social global de l'entreprise. 3 défis qui sont se faire accepter, en particulier dans les cercles de décision, se faire connaître et se faire reconnaître. Alors, se faire accepter dans les cercles de décision, parce que les décisions, cela se joue en partie qu'en partie dans les réunions du conseil d'administration. La préparation des décisions, elle se fait généralement en grande partie ailleurs, avant que la décision soit soumise au conseil d'administration. Et elle se fait dans les comités, les différents comités, rémunération, stratégie, audit, etc. Or, on constate des difficultés quand même persistantes pour une partie des administrateurs salariés à participer à ces comités, et suivant leur nom, ils ne peuvent pas forcément participer à tous les comités. Et de façon, et parfois certains en sont volontairement exclus. Par ailleurs, les réunions où se préparent les décisions, certes en COMEX, mais aussi dans des sortes de pré-conseils, leur sont généralement fermées. Donc, ils peuvent avoir accès sans trop de difficultés à l'exécutif, poser des questions, avoir des rendez-vous, mais ils ne sont pas forcément invités dans les cercles où la décision se construit avant d'être présenté lors du conseil d'administration. Donc ça, c'est un des éléments, c'est d'arriver à se faire accepter dans les cercles de décision et pouvoir avoir une influence. Le deuxième défi, c'est se faire connaître, ce qui est un peu paradoxal, on va dire, parce que finalement, les administrateurs salariés, ils sont en grande majorité élus par les salariés sur présentation de leur organisation syndicale. Mais pourtant, la connexion avec les salariés n'existe pas vraiment. D'abord, il est vrai que le taux de participation aux élections sont généralement faibles et que l'absence de communication en dehors de la période électorale est assez faible aussi pour des raisons de confidentialité de ce qui se passe dans les conseils d'administration et restreint beaucoup les possibilités d'échange direct avec les salariés. Donc c'est un sujet d'être connu des salariés qui sont censés représenter. Et le troisième défi, c'est le problème de la reconnaissance. La reconnaissance à 2 niveaux. On va dire la reconnaissance au niveau de la sphère syndicale, parce qu'il y a parfois de l'incompréhension et peu de curiosité sur ce mandat d'administrateur salarié, quasiment, on va dire, à tous les niveaux des organisations syndicales, alors même que la communication, elle est aussi coupée avec ses anciens collègues syndicaux, pas complètement coupée, mais en partie par ces règles de confidentialité que doivent respecter les membres du conseil d'administration. Et certains ont même fait remarquer le faible intérêt de leur fédération d'appartenance sur le déroulement du mandat d'administrateur salarié, alors qu'elles sont souvent à l'origine de la désignation de ces administrateurs salariés. De la même façon, l'appui de la Confédération, tant pendant qu'après le mandat en termes de formation, de partage d'expérience et voire même de soutien psychologique, reste encore très faible. Et pourtant, celles et ceux qui ont bénéficié dans certaines organisations de ce support témoignent de son utilité et vraiment du bénéfice qu'ils en ont tiré.
Et donc, c'était la reconnaissance au niveau de la sphère syndicale, mais il y a aussi le problème de la reconnaissance au niveau de l'entreprise, on va dire par les managers, leurs managers dont ils sont dépendants au moment de l'exercice de leur mandat, puisqu'ils ne sont pas complètement dédiés à ce mandat, et puis aussi les managers qui vont les recevoir à l'issue de leur mandat lorsqu'ils reprendront leur parcours professionnel après leur mandat. Donc, ces 3 défis sont importants. L'ensemble de ce portrait et de ces défis nous a amené à définir, enfin à proposer un certain nombre de pistes de réflexion qu'on va présenter ici. On en a présenté 5. Le premier, c'est autour du renforcement du rôle et de l'influence des administrateurs salariés. Alors on peut se dire, bah oui, ça va passer par l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans le conseil d'administration. Cette augmentation, elle permettrait sans doute de mieux refléter l'empreinte géographique du groupe, de réunir des qualifications diversifiées et complémentaires des administrateurs salariés. Et ainsi, ça permettrait d'avoir une participation plus forte aussi au comité dans lequel ils ne peuvent pas forcément se démultiplier. Mais au-delà du nombre, c'est la coopération effective des différents administrateurs salariés entre eux, en vue de préserver l'intérêt social de l'entreprise, qui permettrait aussi d'accroître leur capacité d'influence. Donc, renforcer l'influence, ce n'est pas simplement le nombre, c'est aussi la façon d'être ensemble pour le faire et représenter les salariés. Le deuxième point, la deuxième piste de réflexion, c'est autour de la démultiplication des démarches de sensibilisation. Alors on propose quelques pistes, comme par exemple le fait d'instaurer un bilan de départ de chaque administrateur salarié lorsqu'il quitte le conseil d'administration et de faire une présentation aux autres membres du conseil d'administration de façon à expliquer aux autres administrateurs ce qu'il a vécu et les points positifs, les difficultés et la façon de pouvoir mieux fonctionner ensemble. Et ce serait un point intéressant que du coup le conseil ferait régulièrement à chaque départ d'administrateur salarié. On peut aussi imaginer d'intégrer dans les modules de formation manager organisation syndicale, ces modules de formation communs aux deux, des éléments autour de la mission des administrateurs salariés et de l'explication de ce mandat pour le faire mieux connaître. La troisième piste de réflexion, c'est autour de la communication avec les salariés. On a dit tout à l'heure, se faire connaître des salariés. Si on veut que les salariés connaissent, il faut qu'ils puissent repérer cet administrateur salarié. Ça pourrait passer par la rédaction d'un rapport annuel de la part de l'administrateur salarié, qui lui donnerait l'occasion au moins une fois par an de dire un certain nombre de choses. Ça pourrait aussi passer par le fait qu'il puisse diffuser aux salariés les mêmes présentations que celles qui sont destinées aux actionnaires en AG et qu'ils puissent intervenir dessus. La quatrième piste de réflexion, elle consiste à travailler à une meilleure articulation avec les instances de représentation du personnel. Finalement, les administrateurs salariés ont peu d'échanges organisés avec les instances de représentation du personnel, et particulièrement les CSE, alors que les secrétaires de CSE eux-mêmes participent avec voix consultative en tant qu'observateurs à des conseils d'administration. Donc, on pourrait peut-être imaginer de permettre aux administrateurs salariés de siéger au CSE ou à certaines réunions du comité européen ou du comité de groupe, en particulier lorsqu'il y a des présentations d'ordre stratégique ou des décisions de réorganisation ou de restructuration, de façon à fluidifier la compréhension et la communication entre les différentes instances. Et leur présence en CSE leur permettrait par ailleurs, nous semble-t-il, de capter des éléments en matière de climat social et de compléter leur propre connaissance. Et la cinquième piste de réflexion, elle consisterait à réfléchir autour de la mise en place d'un accompagnement, tant du côté des entreprises que des organisations syndicales, pour l'avant-mandat, pour permettre aux futurs administrateurs salariés de se former, de se préparer à ces responsabilités, de rencontrer d'autres AS et d'échanger, mais aussi pendant le mandat, en formalisant avec le management
mieux le statut de l'administrateur salarié, et du côté des organisations syndicales, en accompagnant mieux les administrateurs salariés durant leur mandat. Et enfin, dans l'après-mandat, on pourrait imaginer aussi une gestion de carrière adaptée et qui permettrait de valoriser son mandat d'administrateur salarié lors de son retour à temps plein dans l'entreprise. On pourrait aussi imaginer, côté organisation syndicale, d'envisager les possibilités de poursuite de son parcours syndical à l'issue de son mandat. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation, le résumé de cette réflexion, et je repasse la parole à Patrick Bézier. J'espère avoir été dans les temps. Bravo Brigitte, et merci de cette synthèse d'un travail colossal. Alors, tu l'as dit, être ou ne pas être administrateur comme un autre, dans ce premier panel, nous allons nous intéresser à ce qui se passe au sein des conseils même, en interrogeant 2 administrateurs salariés, mais aussi ce qu'on ne trouve pas dans notre étude, en sondant la perception des autres membres du conseil sur ce mandat de représentation des salariés dans la gouvernance d'entreprise. Tu as cité les mots de solitude, de confiance, de travail, de reconnaissance, et ce travail nous permet d'établir des pistes de propositions, de recommandations, de progrès finalement pour le dialogue social, dans une partie du dialogue social, là où nous vous en parlons. Pour accueillir nos invités, j'ai le plaisir de partager cette expérience. Je laisse la parole à Fabien Clerc, directeur associé de Newstang RH. À toi, mon ami Claire. Merci, mon cher Patrick. Merci beaucoup. Eh bien, effectivement, j'appelle à nous rejoindre et je fais monter sur scène nos amis intervenants. Je vois Pierre-Éric Pommelet qui nous rejoint, Carole, Dominique. Eh bien, je crois qu'il reste Sylvie qui est en cours dans le SAS et qui nous rejoint. D'abord, je veux vous dire un grand merci, et un grand merci à vous d'avoir accepté de vous mobiliser et de nous consacrer du temps sur cette séquence, sur un sujet qu'à titre personnel, je trouve assez passionnant et trop souvent négligé, non abordé. Un grand merci aussi à RDS pour ce travail d'investigation, ce travail d'objectivation aussi avec l'enquête qui vient d'être présentée, qui va nous permettre de débattre sur la question posée: l'administrateur salarié, être ou ne pas être un administrateur comme les autres. Alors, nos intervenants, Éric Chauviré, vous êtes administrateur salarié du groupe Valeo. Vous nous raconterez de quoi il s'agit, sachant, je crois, sans trop en dévoiler, vous êtes le premier du genre, vous étiez le premier chez Valeo. Dominique de la Garandrie, vous êtes avocate, fondatrice associée du cabinet Epony, qui porte votre nom, et surtout, vous êtes ancienne administratrice indépendante du groupe Renault, et vous partagerez avec nous votre vécu d'administratrice indépendante. Sylvie Lizia, vous êtes vous aussi administratrice salariée, dans un contexte très différent, puisqu'on est dans une caisse d'épargne, la caisse d'épargne des Pays de Loire. Pierre-Éric Pommelet, vous êtes bien sûr le président directeur général de Naval Group. Alors, on le verra, une entreprise dans laquelle les administrateurs salariés pèsent au sein du conseil d'administration quantitativement, et on l'imagine qualitativement. Et Carole Xuerev, vous êtes administratrice indépendante de 2 entreprises, Eiffage et Ipsen. Je propose que dans une première séquence, on confronte un petit peu les retours d'expérience, les vécus à la lumière de l'enquête qui a été évoquée, avec d'abord les administrateurs salariés, Sylvie Lisiard et Chauviré. Éric, peut-être, on l'a dit, c'est votre premier mandat d'administrateur chez Valeo. Racontez-nous un petit peu comment, dans quel contexte il s'inscrit, ce qui est le mandat que vous portez encore aujourd'hui. Bonjour Fabien, merci. Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, c'est mon premier mandat en tant qu'administrateur représentant les salariés. C'est aussi la première fois chez Valeo qu'un administrateur représentant les salariés arrive au conseil d'administration. Donc ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc pour moi, mon mandat, en tout cas ce premier mandat, a pour vocation, en quelque sorte, de tracer la voie pour l'ensemble des administrateurs représentants salariés qui vont me succéder ensuite. Donc c'est à la fois une découverte puisque étant le premier, on ne sait effectivement pas à quoi s'attendre.
Donc une grosse responsabilité et à la fois un gros challenge, comme ça a été dit. Voilà, il faut à la fois être une sorte de caméléon, il faut s'adapter aux règles et aux principes même du conseil d'administration, et surtout le grand challenge, c'est d'être connu, reconnu, d'être cohérent et d'acquérir cette forme de légitimité qui fera que vis-à-vis des autres administrateurs, on n'est plus cette espèce d'électron libre qui débarque, ce syndicalisme, mais qu'on est un administrateur qui a un regard sur lequel on doit pouvoir compter. Et alors, un élément du crédit, peut-être, c'est une certaine culture financière, l'habitude qu'on peut avoir développée à travailler sur des chiffres, du reporting. Quel était votre métier à l'origine, votre champ d'activité, savoir s'il vous prédisposait, a priori ou pas, à ces fonctions? Vous veniez du monde du chiffre, du contrôle financier? Pas du tout. Hein. Moi, je suis ingénieur de formation, donc je suis dans la technique. Donc les chiffres, c'est pas forcément ma tasse de thé. Bon, néanmoins, ça m'a pas empêché d'être chef de projet et donc de manipuler des chiffres, mais voilà, je suis pas du tout du monde de la finance. Ce qui m'a amené, donc une fois que j'ai été élu administrateur représentant les salariés, à me former sur le sujet, parce qu'encore une fois, on a besoin d'une forme de légitimité et surtout d'une bonne compréhension des sujets qu'on a à traiter. Alors, je suis pas un expert et je le serai sans doute jamais. Néanmoins, il est important qu'on soit en mesure de comprendre ce qui se passe afin d'intervenir de façon judicieuse. Brigitte évoquait tout à l'heure les conditions d'accueil, d'intégration. Comment ça s'est passé pour vous qui ouvriez, tracez le chemin? Alors, moi, je fais partie de ces administrateurs qui ont beaucoup de chance puisque, comme le disait tout à l'heure, tout dépend vraiment du conseil et notamment de son président. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être chez Valeo, avoir un président qui m'a accueilli de façon vraiment bienveillante, tout comme l'ensemble des administrateurs, qui voilà, cet accueil bienveillant avec une pointe de curiosité pour encore une fois pour ce premier personnage qui déboule dans leur conseil, qui a été non pas coopté mais imposé par les syndicats. Donc voilà, c'est bon. Mais moi, encore une fois, j'ai la chance, donc j'ai été très bien accueilli, relativement facilement intégré au sein du conseil. Voilà, la bienveillance est de mise chez Valeo, donc tout s'est bien passé pour moi. Merci Eric. Autre regard d'administrateur salarié pour partager, Sylvie. Alors Sylvie, je l'ai dit, vous êtes administratrice et vous sortez, je crois, d'un mandat d'administratrice salariée dans un groupe bancaire et vous étiez dans une caisse, je crois, des caisses d'épargne. Voilà, c'est ça. Moi, je suis rentrée en 2015 et j'ai terminé mon mandat au mois de mars pour un départ en retraite. Donc, j'ai vécu ce mandat d'administrateur pendant 5 ans. C'est pas un mandat nouveau dans notre entreprise. Il existe depuis très longtemps, puisque nous sommes un groupe coopératif. Donc, les administrateurs salariés sont intégrés de par les statuts dans la fonction. Dire que nous, on est bien reçus par chez nous, ça s'appelle un COS, un Conseil d'orientation et de surveillance. Par les autres comment que vous comparez à un conseil d'administration en termes de compétences. Voilà, c'est ça. Au niveau du fonctionnement, ça se ressemble certainement beaucoup. Hein. Après, je dirais que on établit des relations avec les autres administrateurs à condition qu'ils ne restent pas trop sous l'influence de la direction. Donc, qu'eux-mêmes arrivent à se détacher de ce poids qui leur est mis sur la tête aussi, où on leur fait prendre des décisions qui sont parfois pas forcément en adéquation non plus avec leurs propres idées. Mais dans un groupe bancaire, ce qui est important, c'est d'avoir un regard sur tout ce qui va être ratio, sur ce qui va être les risques, parce que c'est des choses qui sont très importantes. Donc,
on est surveillé par la Banque centrale européenne, donc c'est un rôle où il faut quand même avoir pour moi, hein, je trouve ça indispensable qu'il faut avoir des connaissances bancaires parce que vous allez valider l'audit, vous allez valider les risques, vous allez valider vous allez valider un certain nombre de choses et qui sont des éléments très importants dans le fonctionnement et dans la solvabilité d'une banque. Donc c'est pas des décisions moindres. Donc il faut se former. Donc moi j'avais la chance d'avoir un parcours syndical important, très important. Donc j'avais acquis des connaissances, des lectures financières, etc. Moi qui m'aidaient. Mais voilà. Comment avez-vous été intégré? Comment avez-vous été donc intégré formellement, préparé peut-être à l'entrée en fonction? Alors, syndicalement, on n'est pas trop aidé parce que c'est un mandat qui est particulier. C'est vrai qu'on peut très vite avoir un sentiment de solitude vis-à-vis de son organisation syndicale si on ne fait pas l'effort nous-mêmes déjà de garder des contacts et d'expliquer et d'avoir des échanges sur ce qui peut se passer dans la mesure où il peut y avoir des répercussions immédiates sur les salariés, alors chez nous, ça va être sur le nombre d'agences, sur les points de vente qui vont fermer, sur les distributeurs qu'on va fermer, enfin des choses très concrètes qui vont toucher tous les salariés, quoi, et les clients, puisque nous, on représente les salariés en tant qu'administrateurs, mais on représente aussi les sociétaires, et les sociétaires, ce sont aussi des clients. Et donc à ce sujet-là, je dirais qu'il y a une chose qui est plutôt intéressante parce que on est quand même dans la loi Pacte où on fait rentrer des salariés dans les conseils d'administration. Et là, on est en cours de renouvellement des administrateurs globalement, hein, et salariés et les administrateurs externes. Oui. Et donc, chez nous, ça se passe en 2 étapes puisque les administrateurs qui vont siéger au conseil d'orientation et de surveillance, ce sont des administrateurs qui, au préalable, sont élus dans les sociétés locales d'épargne. Donc, et ces sociétés locales d'épargne, qui sont à un nombre assez important, ils sont une quinzaine dans notre région, elles vont élire des administrateurs et qui sont des sociétaires. Et donc, là, on a découvert, et moi, je l'ai découvert par l'intermédiaire des administrateurs qui siègent au COS, parce qu'ils m'ont alerté sur le sujet, et c'est eux qui m'ont alerté et qui ont trouvé que pour les salariés, c'était particulièrement choquant d'avoir dès le départ dans les sociétés locales, donc qui représentent uniquement les sociétaires, d'avoir éliminé d'office tous les salariés, les ex-salariés, leurs ascendants, leurs descendants, en fait, tous ceux qui pourraient avoir un lien familial avec la caisse d'épargne ont été purement et simplement éliminés, ce qui est des critères parfaitement discriminants vis-à-vis de la société coopérative, quoi. Alors Sylvie, au-delà, il y a le côté de l'histoire d'entreprise, mais c'est intéressant, on s'aperçoit qu'on est bien dans la réalité décrite tout à l'heure par Brigitte. On a des contextes bien différents et on a parfois plus ou moins de comment dire, on ne va pas parler de bienveillance, mais plus ou moins d'attrait du conseil d'administration ou de la direction générale quant à cette présence des administrateurs salariés. Alors, si vous le voulez bien, je vais me tourner vers vous, Pierre-Éric Pommelet. Je l'ai dit, vous êtes le président de Naval Group. Vous avez des administrateurs salariés et je prends en nombre. Racontez-nous comment est-ce que votre vécu sur le sujet, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit puisque vous étiez auparavant directeur général de Thales, avec un autre vécu sur la fonction. Voilà, mais merci beaucoup Fabien et donc bonjour à tous. Moi je suis arrivé chez Naval Group le 24 mars dernier, bon, c'était une période un peu particulière, il faut s'en souvenir, hein, le premier confinement, et donc en tant que président d'un conseil d'administration de 18 administrateurs, dont 6 administrateurs salariés. Et donc effectivement avec une part des administrateurs salariés extrêmement importante,
à la fois en nombre et en qualité. Alors, c'est le fait des entreprises où l'État est majoritaire, puisque Naval Group, donc entreprise du domaine de la défense, qui réalise donc des navires de combat, qu'il s'agisse de bâtiments de surface ou de sous-marins, à la fois pour la France et pour des marines alliées à l'exportation. L'État est à notre capital, 63% du capital est étatique, et donc majorité de l'État, un tiers des administrateurs sont des administrateurs salariés, ce qui fait 6 sur 18. Alors un grand nombre d'entre eux sont arrivés en même temps que moi. Et donc on a appris à se découvrir en même temps, en étant, et eux et moi, nouvel administrateur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est un conseil d'administration qui avait été beaucoup renouvelé à l'occasion de ma nomination. Voilà, alors, les administrateurs salariés dans Naval Group ont un rôle extrêmement important, alors effectivement, de par leur poids au conseil, mais bien la voix de l'entreprise qu'ils représentent, parce qu'ils sont tous très impliqués, très intégrés, ils ont tous une histoire dans l'entreprise, et ils apportent dans le dialogue du conseil d'administration, d'une certaine manière, la voix de l'entreprise. Alors même si, évidemment, le management n'est pas décorrélé de l'entreprise, et loin de là, on se rejoint tous. Mais c'est vrai que j'ai constaté que leurs interventions, qui sont systématiques et pertinentes au Conseil, amènent beaucoup au dialogue, et en particulier vis-à-vis d'un conseil d'administration nouveau et d'administrateurs nouveaux qui viennent d'horizons parfois différents et de secteurs d'activité très différents du nôtre. Alors les administrateurs salariés participent au comité aussi, puisque nous avons 4 comités du Conseil, un comité des offres, un comité stratégique, un comité d'audit des comptes et des risques, un comité des nominations et rémunérations éthiques, qui à chaque fois comporte au moins un administrateur salarié, donc ce qui leur donne vraiment une place extrêmement importante dans la gouvernance de l'entreprise. Autant le conseil est une instance importante, d'ailleurs il y a aussi, en tant qu'observateur, le secrétaire du CSE qui est présent, mais autant le conseil est une instance importante, autant les comités sont des moments finalement où peu d'administrateurs sont présents, quelques-uns, et là où la voix de l'administrateur salarié est extrêmement importante. Voilà un peu en termes de physionomie, d'organisation, comment ça se passe chez Naval Group. Comment sont-ils intégrés d'ailleurs, préparés, formés, accompagnés à ces prises de fonction? Alors évidemment, leur formation première, c'est quand même celle de l'entreprise, et puis souvent un passé syndical, représentant d'organisations syndicales et partenaires sociaux. Et alors on propose aux administrateurs salariés une formation qui est organisée par Sciences Po, formation d'administrateurs. On leur a proposé immédiatement, après leur élection, nomination, ils ont souhaité prendre un peu de temps, c'est-à-dire faire la formation dans un deuxième temps, commencer à participer aux travaux du Conseil avant de déclencher cette formation, et je trouve ça pertinent en effet, puisque ça permet de faire la formation finalement en écart aussi entre leur connaissance, leur formation initiale, leur connaissance de l'entreprise, et puis une certaine observation et participation aux travaux et au dialogue du Conseil. Donc voilà, la formation Sciences Po. Alors c'est vrai qu'en plus la situation sanitaire n'encourage pas forcément aux formations rapides, même si on peut les tenir à distance. Mais ils seront formés dans les mois qui viennent pour franchir une étape dans leur rôle au sein du conseil d'administration. Merci pour ce premier regard. Carole Geref, je me tourne vers vous, que nous continuions notre panorama, peut-être presque dans une logique de 360 degrés. Je rappelle que vous êtes administratrice indépendante de 2 entreprises, Ipsen et FH. Quel est votre regard vécu de la présence de ces administrateurs un peu particuliers, administrateurs salariés, peut-être dans ces 2 entreprises, sachant qu'on est sur des contextes actionnariales et de présence, j'imagine, différents. Dites-nous, chère Carole. Ah, je n'ai pas votre son, Carole. Carole, je voudrais que vous... Pourriez-vous... Excusez-moi, je pense que ça va comme ça. Oui, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité à participer à cette réunion, et bonjour à tous. J'interviens effectivement, vu mon expérience d'administratrice salariée, dans un contexte très varié. Je pense que la transversalité des témoignages que vous avez mis en place aujourd'hui va montrer combien il n'y a pas de recette parfaite pour
toutes ces choses-là. Et je tiens aussi à dire que je parle évidemment en mon nom propre et non pas au nom des entreprises où je siège. Alors effectivement, nous avons non seulement deux secteurs d'activité bien distincts, Eiffage étant une société BTP et Ipsen étant une société dans la pharma. Eiffage a une particularité à part son secteur d'activité, en ce que depuis 30 ans, suite à un RES, un rachat de l'entreprise par des salariés, et aussi à cause d'une tentative d'OPA hostile, avoir un actionnariat salarié extrêmement important et de longue durée et bien ancré. Donc c'est une réalité extrêmement forte, d'avoir donc un administrateur représentant les actionnaires salariés depuis fort longtemps autour du conseil, puisque c'est le premier actionnaire du groupe. Et les actionnaires à travers les différentes structures ont autour de 17-18% du capital et puis bien sûr les droits de vote qui vont avec. Donc c'est je l'ai dit, unité d'hommes et de femmes est représentée et participe de manière vraiment en profondeur au sein du conseil d'administration. Ils sont les censeurs d'ailleurs à l'Assemblée générale grâce à leur participation au capital. Et nous avons eu donc, et nous avons toujours un représentant, Laurent Dupont, qui a 55 ans et qui est administrateur et siège au comité d'audit et au comité de nomination et rémunération que je préside. Il travaille chez Eiffage Construction en tant que directeur d'exploitation. Donc, c'est quelqu'un qui est un homme de terrain, les mains dans le cambouis, et donc il sait absolument ce qui se passe dans l'entreprise. Nous accueillons depuis le 15 septembre un deuxième administrateur. Cette fois-ci, c'est une administratrice qui représente les salariés, Madame Michèle Gosset, qui a été élue. Elle travaille chez Eiffage Énergie Système et elle est déléguée syndicale. Elle représente donc le CFE-CGC. Donc l'encadrement, les techniciens, la maîtrise et le cadre. Et elle aura sa première réunion du conseil d'administration dans 10 jours. Donc nous n'avons pas énormément d'expérience, évidemment, de son intégration et ses aspirations. Ceci étant dit, et je pense qu'on va arriver là-dessus tout à l'heure, elle a déjà été en contact non seulement avec, j'allais dire, l'habituel, le président du conseil, le secrétaire général, le directeur juridique, etc. Mais elle a déjà eu des contacts avec beaucoup d'administrateurs indépendants et elle travaille également, j'allais dire, en bonne harmonie avec Laurent, qui représente, donc, comme j'ai dit, les actionnaires, les salariés actionnaires. Donc, nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Madame Gosset était la seule candidate à l'élection parce qu'il y a eu d'autres pressentis qui se sont désistés. Et elle a été élue avec 18 voix sur 24. Oui. Donc, ça s'adresse un petit peu le cadre donc, de cette structure, spécificité d'Eiffage. Pour ce qui est chez Ipsen, alors c'est quelque chose de complètement différent, non seulement de par le secteur d'activité, mais c'est une entreprise familiale, 3e génération. 4e génération est encore un petit peu en herbe, mais c'est une entreprise cotée, évidemment. Et nous avons accueilli un premier administrateur représentant les salariés en la personne de Jean-Marc Parent, que je salue parce qu'il est en train de nous écouter et suivre ce webinaire. Et donc, je pense qu'il serait intéressé d'ailleurs d'avoir sa perception à un certain point et on pourrait faire un numéro de claquette double si ça vous intéresse. Donc, il est avec nous depuis novembre 2018 et ont été élus par le comité central d'entreprise. Et puisque nous avons là pour le coup un conseil d'administration de plus de 8 personnes, nous avons donc, le comité de groupe a élu là très récemment une deuxième personne, le 6 novembre, Madame Laetitia Ducroquet, avec 83% des voix. Et la pauvre, elle a dû participer à son premier conseil extrêmement rapidement, puisque nous en avons tenu un conseil le 19 novembre. Donc,
L'intégration se fait, bien sûr, mais nous n'avons pas tous eu le temps de nécessairement le rencontrer bien en avant de cette baptême du feu. Alors, Monsieur Parent est salarié du groupe depuis 89, est responsable des solutions de formation digitale, spécialisé en intelligence artificielle. Et Madame Ducroquet est directeur au département éthique et compliance. Donc, deux formations bien différentes. Et tout ça pour parler un petit peu des comités spécialisés dans lesquels il siège. Pour Madame Ducroquet, donc venant d'arriver, nous n'avons pas encore eu le temps de savoir ce qu'elle souhaiterait faire. Nous allons avoir cette discussion par rapport à ses compétences et ses attentes en matière du comité. Monsieur Parent siège au comité éthique et gouvernance. Et je crains que Madame Ducroquet ne pourrait pas siéger dans ce comité parce que sa fonction, c'est de préparer quelque part les éléments de cette activité. Ce qui est similaire dans ces deux entreprises, c'est que nous avons, et contrairement à ce que nous venons d'entendre, nous pensons qu'il est mieux de prévoir les formations des administrateurs salariés dans un premier temps, d'avoir des discussions par rapport à leur perception de ce qu'ils peuvent faire. Et comme Eric a dit tout à l'heure, on vient de certains milieux, on ne va pas nécessairement vouloir se trouver dans tel comité si on est un peu perdu ou il y a un rejet par rapport aux chiffres, etc. Donc, nous partons sur une voie de formation dans un premier temps et nous inviterons lors de la prochaine assemblée générale, quand nous revoyons le staffing, si je puis dire, des comités, quelles sont les attentes, les moyens, l'apport très particulier que c'est et très important que ces deux personnes nouvellement arrivantes peuvent nous faire. Je vais peut-être arrêter là avec cette. On va effectivement continuer notre tour d'horizon. Et chère Dominique de la Garandrie, vous êtes aussi administratrice indépendante, on l'a dit, au CA de Renault. Vous étiez au conseil d'administration de Renault. Faites-nous partager votre regard, votre vécu sur un autre conseil d'administration et un contexte d'entreprise dans lequel ils ont été aussi, je crois, importants, notamment à des moments névralgiques de l'histoire de l'entreprise. Activez votre son également. Merci. Vous avez eu la gentillesse de couper pendant l'intervention de Carole. C'est bon? Alors, c'est le petit micro qu'il faut activer. C'est parfait. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous et à toutes. Je ne suis plus chez Renault depuis 2018. Bien. Donc c'est une précision à apporter parce je sais qu'il y a des modifications et notamment des modifications dans l'organisation des comités du conseil d'administration. Donc je n'en parlerai pas puisque je n'ai pas vécu cette époque-là. En revanche, j'ai constaté, comme chacun sait, que Renault est une entreprise à statut et que par conséquent l'accueil des salariés au conseil d'administration est quelque chose de connu et de maîtrisé et d'organisé. Il y a d'une part un administrateur qui représente les salariés actionnaires et d'autre part 3 représentants des salariés au conseil d'administration qui sont élus par l'ensemble des salariés, le corps électoral et l'ensemble des salariés. La particularité vraiment intéressante, surtout quand on est dans le cadre du dialogue social, c'est de constater que les syndicalistes ont passé un accord pour que l'Alliance Renault, ça s'appelle ainsi, y compris dans l'organisation des élections, puisse présenter au moins pour 3 syndicats, des candidats qui se répartissent entre un cadre et 2 autres qui représentent les agents de maîtrise et les ouvriers.
Donc, c'est quelque chose qui est assez organisé, mais fluide aussi dans l'organisation des élections, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait de vraies rivalités et plusieurs listes. Mais il n'empêche qu'il y a cette répartition qui, évidemment, simplifie considérablement les choses. J'ai pu observer, et ça c'est peut-être ce qui me semble le plus intéressant pour une intervention aussi rapide que possible, parce que je sais qu'il y a d'autres sujets, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir la qualité des salariés qui étaient présents au conseil d'administration. On parlait tout à l'heure de la formation. D'abord, ils étaient très bien formés. D'ailleurs, l'un d'entre eux, en quittant le conseil, a été administrateur de l'IFA. Ils étaient très attentifs et nous avons vécu quelques crises chez Renault, notamment celle de la montée de l'État qui est actionnaire dans le capital, ce qui déséquilibrait la participation de l'État par rapport à Nissan, qui lui n'avait pas de droit de vote. Cette crise-là a permis de voir à quel point nous étions dans un dialogue possible et effectif. Oui. C'est un peu pour répondre à la remarque de Sylvie, pour lui dire que les administrateurs indépendants, en tout cas l'administrateur indépendant que je suis peut en témoigner, j'ai eu des relations très, très suivies, particulièrement au moment des crises, avec des syndicalistes, enfin des administrateurs salariés présentés par des syndicalistes et qui étaient évidemment soucieux de la situation du corps social dans lequel il y avait bien sûr les salariés de Nissan, puisqu'il y avait des échanges et des relations transverses entre le Japon et la France. Donc, ils expliquaient, c'était extrêmement intéressant, y compris pour le représentant des participations de l'État qui siégeait au conseil d'administration, c'était très intéressant de savoir et d'apprendre que la façon dont il avait fallu mêler les équipes avait été un effort des deux côtés et que c'était quelque chose un équilibre suffisamment fragile pour qu'on fasse très attention. Alors, c'est assez spécial comme situation, c'est vrai, mais je crois que ce sont des situations où les administrateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt social et dans l'intérêt de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, dans un témoignage rapide, je voulais prendre cet exemple-là. On va continuer notre tour d'horizon, et vous l'avez déjà toutes les deux un peu évoqué. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment sont perçus et comment interagissent ces administrateurs salariés avec les autres administrateurs de l'entreprise et les administrateurs indépendants également. Peut-être sur ce regard, je pense à Pierre-Éric Pommelet, par exemple, puisque vous êtes un observateur et vous l'avez été. Merci, vous avez réactivé votre micro, vous êtes parfait. Qu'est-ce que vous constatez et vous vivez de cette interaction au sein du CA entre ces administrateurs particuliers, mais dont on a noté qu'ils étaient tous présents, que chaque comité connaissait une de ses présences et les autres administrateurs de la maison? Oui. Alors, bon, je pense que les interactions transverses nécessitent de se connaître. Voilà, ouais. Il faut être capable de se connaître, et on se connaît à travers les réunions formelles. Bon, mais il faut quand même dire, les réunions de conseil d'administration sont quand même extrêmement formelles, donc c'est vrai que c'est plutôt les réunions de comité qui sont un peu plus informelles, hein, même s'il y a toujours un peu de monde, et qui permettent de bien se connaître et éventuellement de créer des interactions. Mais ça, il faut le construire. Il faut quand même reconnaître que la période actuelle, avec le fait d'être souvent à distance, n'encourage pas la connaissance intime, et donc à travers cette intimité, le fait de pouvoir se connaître. Non, il est très important par contre aussi de créer un lien entre les administrateurs salariés et les autres instances de l'entreprise, que ce soit des instances évidemment syndicales, mais ça, en général, ils en sont issus, mais aussi les instances sociales, le dialogue social, et puis les instances de direction. Et donc, en tout cas, en ce qui concerne Naval Group, nous organisons, donc soit moi-même, soit le secrétaire général, des réunions assez régulières d'information sur l'état de l'entreprise et la réponse à un certain nombre de questions que peuvent se poser les administrateurs salariés, justement pour leur permettre d'alimenter leurs réflexions et leurs débats
en vue de participer aux instances décisionnelles. Voilà, donc après, chaque fois qu'on peut, et j'espère que la crise passant, nous pourrons le faire de manière plus régulière, mais chaque fois qu'on peut créer des instances informelles, je pense que ce sera bon pour justement créer cet informel qui est extrêmement important après dans le formel, parce que il y a dans nos conseils forcément des moments, et je crois que ça a été rappelé par quelques-unes des administratrices, vraiment des moments décisifs, les fameux décisifs moments où des décisions absolument clés vont se prendre. Ça n'arrive pas souvent dans la vie des entreprises, mais ça peut arriver. En ce qui concerne Naval Group, étant donné la structure du capital, avec l'État qui est à la fois actionnaire et client, Thales qui est à la fois actionnaire et partenaire ou sous-traitant, on peut se retrouver avec des configurations un peu étonnantes. Pour des raisons de conflit d'intérêts, à la fin, le vote va se faire avec une représentation ou un poids extrêmement important des administrateurs salariés. Et donc, donc stratégiques pour le moins. Qui peuvent être stratégiques, soit pour des remises d'offres, soit pour. Bon, il y a eu quelques expériences dans la vie de Naval Group, et je sais que quelques-uns de nos administrateurs salariés nous écoutent et ils s'en souviennent, et qui ont été des moments cruciaux. Donc, il est extrêmement important, évidemment, dans ces cas-là, il va rester les administrateurs salariés, les indépendants, que se créent des liens et des liens de confiance. Et donc voilà, donc nous organiserons, je l'espère l'année prochaine, des moments, des séminaires, des moments de rencontres, des visites de sites qui permettent de créer de l'informel et qui permettra après de structurer la réflexion et d'aider à la décision, parce que on sait bien qu'en arrivant au Conseil, alors, soit on a l'avis qui a été construit, enfin en tout cas, on va le structurer. Et je sais que les administrateurs, qu'ils soient représentants de l'État, administrateurs indépendants de Thales, sont absolument et très attentifs à l'avis et au sentiment des administrateurs salariés, comme j'ai dit tout à l'heure, qui apportent dans le débat du Conseil un point de vue complémentaire, voire un éclairage qui est vraiment absolument indispensable pour la décision qui se prendra à la fin. Mais Pierre-Éric, je me nourris aussi des questions qui arrivent de nos intervenants, de nos participants, pardon. Ce que vous évoquez renvoie à une question: quid de la transition entre leur fonction antérieure et l'entrée en fonction d'administrateur, et quid, allons jusqu'au bout. Je sais que c'est un sujet qui sera largement abordé demain dans la suite des assises, mais quid de leur relation avec leurs organisations d'origine, puisque, vous l'avez expliqué, ils étaient dans ces moments, y compris ces moments stratégiques où on prend des décisions qui emmènent, alors dans votre métier, qui peuvent être des choix sur des décennies ou des termes considérables. Oui, absolument, mais je crois que ça a été mentionné par les autres intervenants et ça a été évoqué précédemment. Il y a parfois des situations qui sont compliquées et nos administrateurs salariés vont se retrouver parfois dans des grands écarts entre leur appartenance et leur conviction et la source qui les a inspirés dans cette fonction et leur appartenance à un syndicat ou à un élément de la représentation du personnel, et puis un conseil d'administration qui est une instance décisionnaire de l'entreprise sur sa stratégie, sur tes comptes, et qui est une instance de grande confidentialité aussi. Et ce grand écart crée de temps en temps, et je le sais, des moments de solitude. Et il faut être auprès d'eux dans ces moments-là. Il faut qu'ils nous demandent aussi, entre eux, avec nous, pour être capable de gérer ces grands écarts. Ce sont des moments, mais en même temps, quand c'est bien géré, c'est aussi une force extrêmement importante pour un délégué syndical, un représentant des personnels qui a accès au conseil d'administration, qui apporte la voix de l'entreprise, qui s'enrichit. Après, dans son retour dans l'entreprise, qui est un sujet important qu'il nous faut travailler, on évoquera, absolument. Il y a un enrichissement. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien souvent un grand écart et qui doit être managé avec une grande précaution. Merci Pierre-Éric. Peut-être sur cette dimension, je demanderais bien à nos administrateurs salariés comment ils l'ont vécu. Éric, Sylvie, je ne sais pas qui veut commencer. Et Éric, dans l'ordre, est plus proche et on va faire Sylvie ensuite. Je vous laisse réactiver votre micro sur les deux questions qu'on évoque. Quel est votre vécu, votre intégration? Comment vous êtes-vous senti dans vos interactions avec les autres administrateurs? Vous parliez de confiance et à gagner. Et puis, quid des relations avec une organisation syndicale qui était votre organisation d'origine? Alors, pour ce qui est du premier point, j'ai envie de dire que c'est vraiment un travail de longue haleine.
Déjà parce que étant seul au conseil d'administration, mon poids est excessivement faible. Et donc, je dois construire, et j'ai dû construire plus exactement, une relation de confiance avec les autres administrateurs. Donc, comme le disait Éric Pommeret, il est important de le faire non seulement lors des conseils, mais comme c'est très structuré, on a rarement l'occasion de le faire. Donc, de le faire en dehors des conseils, lors des réunions de préparation ou les comités préparatoires, voire en dehors de cela. C'est aussi d'ailleurs le cas avec la direction exécutive. Il est vraiment important d'avoir de créer vraiment des points de rencontre, des échanges, et de pouvoir traiter avec eux l'ensemble des sujets du conseil, être en mesure de bien les comprendre afin de pouvoir donner son avis sur le sujet qui a été réfléchi, travaillé. C'est vraiment une relation de confiance qui doit se construire avec les autres administrateurs et la direction. Et cette relation de confiance, elle tient notamment de la confidentialité qu'on va pouvoir avoir. Si le conseil, si la direction exécutive a confiance en vous, sait que quand une information confidentielle vous est donnée, elle restera confidentielle, alors il est plus facile pour eux de s'ouvrir à vous, d'aller au fond des choses, de donner les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est excessivement riche. Et ça amène le fait de pouvoir dialoguer, rentrer en profondeur dans les sujets, donc de pouvoir donner son opinion, l'étayer, et du coup d'être écouté par les autres administrateurs qui bien sûr vont au fur et à mesure du temps intégrer de plus en plus les réflexions que vous allez pouvoir amener, votre positionnement, d'autant plus que ceux-ci sont étayés par votre connaissance du terrain, de l'entreprise, et que ces faits seront corroborés par la direction du groupe. Donc ça, on comprend bien, vous aviez, vous, intégré cette dimension et vous en avez fait un point structurant de votre approche ou de votre entrée au conseil d'administration. Quid de la relation avec votre organisation syndicale et avec les salariés, ou je ne sais plus quel est le contexte de désignation chez vous. Comment est-ce que vous avez fait passer ce message en disant il y a une espèce de rupture, non pas affective, idéologique, mais de mur à mettre entre et d'impossibilité de transmettre des informations stratégiques. Comment est-ce qu'on fait passer le message? Comment est-ce qu'on le fait accepter? Bon, déjà, le message était passé au démarrage. C'est-à-dire que, étant le premier à être nommé, quand on a préparé la nomination du premier administrateur représentant les salariés, la direction a été très claire sur le principe que les sujets qui seraient traités seraient des sujets en grande partie confidentiels. Ceci étant, les premiers échanges que j'ai pu avoir avec l'ensemble des élus, qu'ils soient de mon syndicat ou d'autres d'ailleurs, j'ai eu des questions qui étaient mais alors qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui va se passer, et voilà, il faut savoir être clair, il faut savoir être ferme. Encore une fois, c'est confidentiel, je ne vous dirai rien parce que si je vous dis aujourd'hui, c'est fini, la confiance elle est perdue à jamais et j'aurai plus jamais accès à n'importe quelle information confidentielle. Et mon travail en tant qu'administrateur représentant les salariés, c'est d'être au courant d'un maximum de choses et d'œuvrer quelque part en arrière-plan pour qu'on puisse apporter un côté peut-être social des fois aux choses, mais surtout porter la voix des salariés dans ces décisions. Et pour ça, il faut que la confiance soit là. Ça veut dire que en aucun cas l'administrateur représentant les salariés peut être la source de la fuite d'une information confidentielle. Ça, c'est excessivement important. Un point aussi qui pour ma part, est important, c'est que, bien sûr, je fais partie d'une organisation syndicale, mais je ne me contente pas de dialoguer avec mon OS, parce que d'abord, j'ai été élu par plusieurs organisations syndicales, et surtout, je suis tout seul. Ça veut dire que mon rôle n'est pas de représenter mon syndicat, mais déjà de représenter tous les syndicats, mais surtout, je suis représentant des salariés du monde entier. Alors, élu par le comité groupe français, mais représentant les salariés du monde entier. Donc, je discute avec non seulement l'ensemble des syndicats français, lors de coordination que je peux faire avec eux quand ils le souhaitent, parce que ce n'est pas forcément le cas,
mais je discute aussi avec le comité groupe lors de réunions préparatoires, et ainsi qu'avec le comité européen, encore une fois, lors de réunions préparatoires. C'est vraiment l'objectif pour moi est d'échanger avec les élus au sens large de Valeo, des informations descendantes quand je le peux, mais je ne le peux pas toujours, mais en tout cas, ça permet des fois d'éclairer un peu le passage ou de relayer la parole de la direction sur certains sujets, et surtout de capter les préoccupations des salariés français via l'instance française, mais aussi des salariés européens, des sujets qui sont portés par le comité européen, et de faire remonter tout ça de façon judicieuse et pondérée au sein du Conseil quand le sujet arrive à l'ordre du jour. Juste avant de passer la parole à Sylvie, Agnès soulève une question que je vous livre. Est-ce que finalement, dans le fait de devoir être syndicaliste en amont, ce qui n'est peut-être pas le cas, ou en tout cas d'être syndicaliste en amont, n'est-il pas une source de difficulté de ce point de vue? Et ce qu'a dit Agnès, que je comprends dans sa question, c'est que finalement, le rôle de représentation d'un collectif, quel que soit le périmètre, et de l'intérêt des salariés, c'est le CSE, c'est les instances de consultation. Est-il une bonne chose qu'on émane à l'origine d'une organisation syndicale? Enfin, bonne chose. N'est-il pas plus complexe d'avoir un lien originel avec une organisation syndicale? Et je poserai la même question à Sylvie après. Alors, je ne sais pas si c'est plus complexe ou pas. C'est mon cas, donc on va faire avec. Oui. Non, très sérieusement, je pense que c'est quelque part, c'est quand même une force, parce que tout à l'heure on parlait du besoin de se former, et quelque part, quand on est dans les syndicats, quand on a occupé un certain nombre de mandats, et notamment des mandats nationaux ou européens, eh bien on a cette culture à la lecture des états financiers, des cultures au dialogue social avec un certain niveau d'entreprise. Et donc, même si on ne traite pas les mêmes sujets, même si la manière, le dialogue est différent, à partir du moment où, et c'est peut-être un point qu'on traitera tout à l'heure, mais à partir du moment où les candidats sont bien choisis pour leur capacité à s'intégrer au sein d'un conseil, à s'interfacer avec les différentes personnes qui composent ce conseil, ou au sens large, le conseil, les administrateurs, mais aussi le comité exécutif, mais aussi les autres parties prenantes que sont éventuellement les autres administrateurs représentant les salariés, alors on a tout gagné. Et ça, c'est excessivement primordial dans le choix de l'administrateur représentant salarié, c'est qu'ils sont en mesure de s'interfacer pour être efficaces. Et donc la formation syndicale au départ, si elle est dans un état d'esprit constructif et de prise de hauteur, est une vraie force. Je vais me tourner vers Sylvie. Effectivement, elle a dit tout à l'heure, elle a expliqué, je crois, sur la même tonalité que son parcours syndical, donc conséquent, l'avait aidé. C'est bien ça, Sylvie? Voilà, c'est bien ça. Et je dirais que dans nos élections, nous, on est deux représentants des salariés, le représentant des sociétaires et le représentant universel. Donc, le représentant universel n'a que ce seul mandat dans l'entreprise. Il ne peut pas en avoir d'autres, donc il ne peut pas être au conseil social économique, il ne peut pas être délégué syndical, il ne peut avoir aucun autre mandat. Et par rapport à cette question, il n'y a rien qui empêche un salarié de se présenter aux élections. Hein, voilà. Donc, s'il y a un salarié qui voulait se présenter, on n'est pas obligé d'être sous une étiquette syndicale. Mais l'avantage, c'est effectivement la formation, c'est effectivement que vis-à-vis des salariés, quand ils portent les voix sur vous, ils connaissent vos orientations déjà, tandis que vous allez voter pour un salarié lambda, c'est déjà très difficile. Nous, on est 3000 dans l'entreprise, hein, donc c'est un peu compliqué de faire sa propagande, de sa profession de foi, etc., et de se faire élire sous son seul nom. Donc voilà, pour répondre à Agnès Lioncan, voilà ce que j'aurais à dire, moi. Sur l'interaction, pardon, allez-y, Sylvie, allez-y. Voilà, donc sur l'interaction entre les autres administrateurs, vous arrivez à établir des contacts plus par la pertinence que vous avez d'ailleurs dans les réunions et qui font tilter les autres administrateurs et qui, moi je les ai vus, qui viennent me questionner après.
en disant mais voilà, nous on ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise, vous avez un autre regard, vous avez des informations que nous on n'a pas, évidemment. Donc pour les personnes assez curieuses, c'est intéressant d'avoir et de lier des contacts avec nous. Alors je dis pas que ce sera la totalité des administrateurs. Nous on a un problème en caisse d'épargne, c'est que nous ne pouvons pas participer aux commissions telles la commission d'audit, la commission de risque, la commission rémunération, la commission nomination. Les seules commissions qui sont accessibles aux représentants, aux administrateurs salariés, c'est la RSE et la commission développement. Voilà. C'est un règlement posé ou c'est un usage interne? C'est un usage complètement interne aux caisses d'épargne, donc qui n'est pas vraiment légal, certainement. Mais bon, ça fait encore partie de la manière de fonctionner dans un COS qui laisse certaines libertés quand même aux dirigeants pour faire fonctionner comme eux ils l'entendent. Hein. On a compris que le contexte n'était pas très simple. Non, mais le dialogue social, c'est ça aussi. Hein, c'est que faut pas croire que le dialogue social, il s'instaure comme ça, en claquant des doigts, et que tout se passe pour le mieux du monde. Vous pouvez avoir beaucoup de volonté, de bonne volonté. Et moi, très franchement, il y a des administrateurs avec lesquels moi j'ai établi de très bonnes relations et qu'elles se poursuivent, même que je suis partie depuis 6 mois. J'ai toujours des relations et qu'elles sont très bien. Éric et Sylvie, je propose qu'on aborde ensuite une question qui me semblait très importante, qui est revenue d'ailleurs dans les commentaires. C'est quid de la suite des parcours après avoir assumé tel mandat? Et si vous le permettez, je vais passer la parole avant de me tourner vers nos administratrices indépendantes, parce que je crois que Pierre-Éric Pommelet avait un temps contraint. Ça m'intéresse d'avoir son regard de président et directeur général, à la fois sur le vécu, ce que vous avez pu constater, ce que dans les deux entreprises, et ce que vous en pensez. On en sort différent au regard de tout ce qu'on a décrit. On en sort différent, absolument. Alors, c'est peut-être un peu trop récent pour moi chez Naval Group, qui vient d'arriver avec les administrateurs salariés, de déjà parler de la suite. Et peut-être plutôt de mon expérience précédente. Puisque oui, par exemple. J'étais chez Thales avant. Alors, je n'étais pas administrateur, mais je participais aux travaux du conseil. Thales a 2 administrateurs salariés, donc ce n'est pas exactement la même organisation que celle de Naval Group, mais le rôle à la fin est le même. Et tout ce que j'ai dit sur la nécessité de connaître l'entreprise, l'interaction, etc., évidemment, était extrêmement fort. Mais j'ai pu participer à l'évolution de carrière d'une de nos administratrices salariées et en fait, faire en sorte, et ça s'est fait assez naturellement, que finalement, ce qu'elle faisait au conseil et l'information, la formation qu'elle avait eue, mais le regard sur l'entreprise, le contact avec les autres était tout à fait utile pour rebondir sur d'autres fonctions, et notamment en ce qui la concernait dans le domaine du HSE, qui est une fonction absolument clé et finalement qui correspondait à ses aspirations. Voilà. Donc je pense que, je parlais tout à l'heure d'un grand écart, il ne faut pas le négliger. Être administrateur salarié est un engagement. C'est pas facile, et je crois que ça a été dit vis-à-vis des organisations syndicales qui ont amené les administrateurs salariés. Le sujet de la confidentialité qui a été longuement évoqué par Éric est un sujet clé et un sujet qui peut amener dans des situations difficiles, mais il est absolument indispensable. Hein, et en retour de cette confidentialité, de cette confiance, eh bien, il y a la capacité de grandir dans sa compréhension des différents enjeux de l'entreprise et d'aller exprimer et d'aller valoriser cette compétence dans une poursuite de carrière une fois que le mandat, qu'il soit un mandat d'administrateur ou même un mandat syndical, vient à se terminer. Voilà, mais ce n'est pas quelque chose de simple, d'acquis. Tout à l'heure, on parlait du dialogue social qui ne vient pas en un claquement de doigts. Il faut reconnaître que la carrière ou la suite de la carrière après n'est pas acquise, et donc il faut la travailler. Et il faut qu'il y ait la volonté du management, de l'administrateur salarié et des managers qui seront engagés pour reconnaître cette compétence absolument unique que l'on a pendant ce mandat au sein d'un conseil d'administration.
Mais c'est intéressant de vous entendre en tant que dirigeant sur le sujet, et c'est intéressant aussi au regard des parcours, parce qu'on constate souvent, et je vais demander à Dominique, Carole, ce qu'elles ont constaté, fréquemment, ce sont des gens en fin de parcours. Il est fréquent que ça se termine par un départ en retraite, ce qu'a vécu Sylvie. Ce n'est pas une règle absolue, et je crois qu'Éric n'est pas du tout, il est en plein milieu de sa carrière. Ça pose la question de l'attractivité du mandat, au-delà de l'intérêt pour la chose intellectuelle. En même temps, ça ne doit pas être suffisamment attractif pour que ce soit le déterminant, mais qu'il n'y ait pas d'anxiété à la poursuite de sa carrière et que l'entreprise elle-même puisse en faire quelque chose, c'est intéressant, mais c'est du sur-mesure dans ce qu'on comprend que vous décrivez. Alors, absolument, oui. Enfin, à la fois, les parcours professionnels peuvent être assez typés ou organisés ou effectivement sur mesure. C'est vrai que la compétence acquise par un administrateur salarié est assez unique. On parlait tout à l'heure de compétences dans la gestion générale, dans le management général, mais aussi dans la vision et dans le regard stratégique, dans les grandes évolutions de l'entreprise, dans son positionnement marché, dans ses offres. Nos administrateurs salariés participent au comité des offres, où on fait des revues d'offres extraordinairement complexes pour la France et à l'international, où on va rentrer dans le détail. Donc, il y a la possibilité d'acquérir des compétences uniques. Après, eh bien, dans ce parcours un peu sur mesure, il faut effectivement trouver, en fonction des aspirations de chacun et des possibilités, comment est-ce que cette compétence va se valoriser. Mais à partir du moment où on en a la volonté, à partir du moment où on reconnaît que les choses ne sont pas forcément simples d'entrée, eh bien, je suis intimement convaincu qu'il y a toujours une solution et en général de très bonnes solutions. Je vais me tourner vers Dominique et Carole. Vous avez vu des gens grandir. Je vous laisserai activer, Dominique, votre micro. Vous avez vu des gens grandir, se transformer en endossant ces fonctions. Quel est votre regard sur la suite de leur parcours? Ce que vous avez vécu, ce que vous en pensez? Ce que j'ai vécu, c'est intéressant, c'est de voir effectivement, je partage complètement ce qui vient d'être dit par Pierre, c'est de voir l'intérêt que peut avoir un salarié qui a déjà une connaissance importante, et s'il est syndicaliste, il a l'apport que Éric vient de nous dire, et il arrive à appréhender de façon globale la vie de l'entreprise avec des informations évidemment qui correspondent à 360 degrés à la vie de l'entreprise. Donc il y a là un apport qui fait que normalement, sauf les cas évidemment de départ à la retraite, compte tenu des âges, normalement c'est un apport pour une carrière à venir. Alors, dans la même entreprise ou pas? Alors justement, c'est là où mon expérience me fait sourire, parce que j'ai en tête une expérience d'une femme assez jeune qui était donc administratrice salariée, qui avait été présentée mais n'était pas impliquée dans les instances représentatives du personnel et ni même dans des actions syndicales, et qui, à la fin de son mandat au conseil d'administration, qui ne pouvait pas être renouvelée parce qu'elle avait eu une promotion, et a été nommée déléguée syndicale pour la totalité du groupe, c'est-à-dire à cesser une activité salariée et sa carrière momentanément. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il peut y avoir aussi ce genre de débouché. Mais je tiens vraiment à dire à Éric que je partage absolument tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que pour un administrateur salarié qui a pleinement compris le rôle qu'il doit jouer et qui va bénéficier de cette double expérience, c'est une possibilité formidable pour poursuivre une carrière. Chez Renault, les administrateurs indépendants n'avaient pas droit aux visites de site, mais les administrateurs salariés sont allés en Russie ou ailleurs voir les sites, et c'était extrêmement intéressant d'avoir leur retour. Donc par conséquent, il peut y avoir aussi des échanges à l'intérieur du conseil, et chacun s'enrichit de l'expérience de l'autre. Carole, je me tourne vers vous. Oui, bien sûr. Alors justement, mon expérience, un petit peu comme mon introduction avait indiqué, est encore différente, parce que
et je ne l'ai pas dit dans mes propos introductifs, mais chez Ipsen, nous avons donc 2 administrateurs salariés et tous les 2 ont été ce qu'on appelle des candidats libres, évidemment, votés par le comité de groupe et qui n'avaient pas de mandat syndicaux. Donc, ils ont leur pleine activité et cette question que nous avons traitée tout à l'heure sur la relation entre le syndicat et l'entreprise ne se pose pas. Et je pense aussi que pour leur carrière, ça ne se pose pas non plus, puisqu'ils ont une activité sur le terrain. Après, il vient, comme l'a indiqué Pierre-Éric, la réflexion que le management doit avoir par rapport à cet apport formidable qu'ils ont reçu et qu'ils ont donné vis-à-vis du conseil. Ça, c'est une question effectivement de gestion de carrière dont il faut en tenir compte. Mais il n'y a pas de difficulté à retourner, si je puis dire, puisqu'ils continuent à œuvrer au jour le jour quand ils ne sont pas en conseil sur le terrain. C'est également le cas de notre administrateur représentant les actionnaires salariés. Et puis à nouveau, la représentativité de M. Dupont est énorme puisqu'il représente 20% des salariés, ce qui est une représentation, y compris au niveau syndical, qui est à en tenir compte. Et lui, comme j'ai déjà indiqué, a son travail sur le terrain et il est dans l'immobilier et donc quand il va en conseil, il fait ça. Donc, à nouveau, la question de gestion de carrière, je pense, retombe dans le même cas. Pour le cas de la 4e personne qui a ce parcours dont beaucoup de personnes font état, je dois malheureusement voter en touche, si je puis dire, puisqu'elle vient d'arriver. Nous n'avons pas encore vu les relations qu'on voudrait avoir. Et aussi, c'est une personne qui va avoir un mandat de 4 ans qui pourrait éventuellement l'emmener, dans le cas donné par d'autres, jusqu'à l'âge de la retraite. Et votre propre perception, Carole, si on est dans l'idée, on peut avoir quelqu'un qui reste connecté à son métier, qui conserve ses fonctions. Est-il souhaitable, concevable, qu'en ayant œuvré pendant 1 ou 2 mandats sur des dimensions stratégiques, on retourne, j'oserais dire, comme si de rien n'était, effectuer son travail comme avant, des 2 points de vue, du point de vue de celui qui a exercé et changé de dimension, et du point de vue de l'organisation qui a, en son sein, fait émerger cet être particulier qui a la double culture dimension. Alors, je suis un peu darwinienne, dans le sens où j'aime beaucoup la théorie de l'évolution des espèces. Oui. Et donc, pour moi, effectivement, tout ceci est un chemin, comme on dit de nos jours, où il faut en tout cas croître, augmenter ses compétences, voir autre chose, varier les plaisirs. Donc, pour moi, ma perception en tant que gestionnaire d'équipe que j'ai pu être pendant plus de 40 ans, quand j'étais en activité pleine, c'est que les gens font les choses pour s'améliorer et pour aller plus loin. D'accord. Je vais passer la parole à un petit instant à Pierre-Éric Pommelet. J'avais pris un engagement de respecter notre timing. On s'accordera ensemble pour ceux qui pourront rester quelques minutes supplémentaires, mais j'avais pris l'engagement avec votre collaboratrice de vous libérer dans les délais. Peut-être un mot, si vous le voulez bien, quand même, pour vous poser une question qui est posée, c'est que faire avec un administrateur salarié qui serait, par exemple, alors, on dit simple opérateur sans rien de péjoratif, mais c'est une question posée par Gilles, qui ne connaît que son site, qui ne connaît rien au domaine financier, stratégique, à la gouvernance. Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose avec lui? Est-ce que vous avez rencontré des histoires de ce type? Alors, bon, peut-être un peu trop tôt pour moi, mais en tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir des administrateurs salariés qui sont représentatifs des différentes catégories de personnel dans Naval Group, donc qui représentent tous les salariés et représentatifs de plusieurs sites et plusieurs établissements, plusieurs domaines d'activité. Ouais. Donc on va dire il y a tous les cursus et toutes les formations. Je pense que à la fin, il n'y a pas besoin d'être un expert de comptabilité pour apporter à une décision stratégique ou une décision budgétaire la voix de l'entreprise. Et même, bien sûr, évidemment, il faut comprendre l'implication d'un compte de résultat quand on regarde un budget, les différentes lignes, comment on va le lire, mais ça s'acquiert par la formation. Et la formation, je dirais, au management général, je vais pas dire, oui, mais je
général donc un peu basique, est accessible, à mon avis, pour tout un chacun. Vous savez, à la fin, l'entreprise, c'est pas loin de ressembler à la vie de tous les jours. Et gérer parfois son budget à la maison peut être plus difficile que de gérer une entreprise et réciproquement. Voilà, donc la clé, c'est la formation, et la formation adaptée, effectivement, à la capacité de chacun à vouloir rentrer dans le détail. Et si nous pouvons avoir des experts de compte de résultats, ou au contraire des gens qui ont énormément de bon sens et de pragmatisme, et capables à la fin de lire le PNL avec la même efficacité. Si vous aviez un conseil… Oui. Pardon. Si vous avez un conseil… Donc la clé, c'est la formation. La clé, c'est la formation, mais de la formation adaptée, adaptée à la volonté de chacun, aux capacités de chacun, au rôle qu'ils auront dans les différents comités, hein, ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on va être très présent dans un comité stratégique, ce n'est pas forcément exactement les mêmes sujets de préoccupation quelqu'un qui va être dans le comité d'audit et des comptes. Hein, donc c'est une formation adaptée. Et puis à la fin, être là pour ce qu'on apporte à l'entreprise. Et en ce qui concerne les administrateurs salariés, ce que je disais tout à l'heure, le regard sur la sensibilité des personnels sur les décisions, sur le moral de l'entreprise, sur les compétences, l'emploi, je dirais des points de vue qui peuvent être parfaitement complémentaires et en tout cas très écoutés par les autres administrateurs et notamment les administrateurs indépendants. Donc la clé de votre réponse, c'est la formation, et c'est la formation adaptée. Et si un administrateur considère qu'il a besoin d'avoir un éclairage complémentaire, je pense qu'il est de notre devoir de l'écouter et de lui permettre de l'avoir pour qu'il apporte au Conseil toute la valeur ajoutée que sa place impose. Voire d'être accompagné dans l'exercice du mandat sur la durée, je crois que ça se fait chez vous. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Pierre-Éric Pommelet. Je vous rends à vos obligations, je l'avais promis, et je vous dois ça au regard de votre engagement. Et nous continuons votre débat. Merci à vous, Pierre-Éric. Merci beaucoup. Et merci pour votre contribution. Merci à vous, bonne journée. Le débat est absolument passionnant. Je partage cette opinion, j'espère que c'est le cas de nos participants. Merci. Alors, Éric, je me tourne vers vous. Vous avez entendu beaucoup de choses quand on a parlé du parcours, de la suite du parcours. Je vous ai cité en exemple, et vous êtes en milieu de carrière, il n'est pas question d'un départ en retraite derrière. Comment réagissez-vous à ce que vous avez entendu sur une suite de trajectoires, sur la façon dont on peut envisager, appréhender, dans l'intérêt des deux parties, celui d'administrateur et celui de l'entreprise, une suite à écrire? Écoutez, déjà pour ma part, j'ai deux fonctions, parce qu'effectivement j'ai une fonction en tant qu'administrateur représentant salarié, mais une fonction aussi professionnelle. Donc on pourrait penser que la suite soit simple, il suffit simplement de revenir sur sa fonction professionnelle. Mais comme on l'a dit aussi, on a acquis pendant la durée du mandat des compétences juste extraordinaires, des savoir-faire, des savoir-être, on a acquis un réseau de connaissances et de contacts qui est juste faramineux. On peut se poser la question s'il ne serait pas dommage d'en rester là et de mettre tout ça dans un placard et en disant voilà, souvenir de l'époque où j'étais administrateur. Voilà, il faut aussi savoir qu'avant d'être administrateur, moi j'étais excessivement impliqué dans différents mandats. J'ai été obligé d'abandonner, ça c'est la loi, et que je ne pourrais pas reprendre. En tout cas, pas instantanément, puisque tous ces mandats sont liés à des élections, et qu'en fonction du moment où on arrête son mandat d'administrateur et au moment où on pourra éventuellement se faire réélire, il peut se passer plusieurs années. Donc, il y a un vrai sujet qui se pose effectivement à ce moment-là, qui peut être traité par deux organismes différents, qui est effectivement la direction de l'entreprise. Souhaite-t-elle surfer sur vos connaissances, sur tout ce que vous avez pu acquérir comme compétences pour vous faire évoluer et utiliser au mieux, vous utilisez au mieux, comme elle doit le faire pour chacun de ses salariés avec l'ensemble de ses compétences. Et donc ça se prépare évidemment en amont de la fin d'un mandat. Et puis il y a aussi l'aspect syndical. Votre syndicat qui vous a, quand vous êtes nommé par un syndicat, qui vous a amené là, peut-il lui aussi utiliser ses compétences acquises pour vous proposer une évolution de carrière là syndicale
Et ça, voilà, ce sont des choses qui s'ouvrent à nous. Le tout étant de le préparer suffisamment en amont pour ne pas se retrouver au moment de la fin de mandat dans l'expectative ou dans l'angoisse. Oui, l'angoisse ou l'inquiétude, oui, de se dire finalement, j'ai consacré une partie de ma vie et au final, c'est le vide derrière ou le retour à la vie que j'avais avant, mais qui n'est pas la progression darwinienne. Oui, Okay. après, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait professionnellement parlant, si ça nous intéresse, si ça nous intéresse pas. Est-ce que c'est la croix et la bannière, et dans ces cas-là, se retrouver à 100% à faire ce job-là, c'est pas très sympathique, ou au contraire, on s'éclate déjà dans ce qu'on fait et on va y retourner. Maintenant, voilà, il faut aussi envisager le fait que on puisse être renouvelé et que donc on repart pour un cycle. Mais néanmoins, pour certains, ce sont des élections, d'autres, ce sont des désignations. Une élection n'est jamais gagnée par avance, ce qui fait que même si on pense que l'on sera renouvelé, il faut toujours préparer le terrain et préparer le backup. Et c'est jamais ad vitam, donc de toute façon, il y a toujours l'hypothèse d'un terme. Oui, et puis bon, quand on a mon âge, même si je me renouvelais une fois ou voire deux, je ne serais toujours pas à l'âge de partir à la retraite. Donc voilà, la suite doit être préparée. Une petite précision que nous devons apporter, parce qu'il y a une question qui était posée, une de nos participantes que je remercie s'étonnait que finalement un salarié français désigné par le CSE français, groupe, représente l'ensemble du groupe. Je crois que ça a évolué et vous me parliez d'un nouvel administrateur salarié désigné, lui, par le Conseil européen, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est la loi Pacte qui, comme vous le savez, voilà, quand au sein du Conseil, il y a plus de 8 administrateurs, un deuxième administrateur doit être nommé. Donc, il se trouve que chez Valeo, le premier administrateur est français, est nommé par le comité groupe, qui est constitué des élus de France. Et le deuxième administrateur doit nommer un administrateur qui est européen et est nommé par le comité européen. Donc, pour ce qui est de notre cas, on vient de nommer il y a quelques jours un deuxième administrateur polonais qui va rejoindre le Conseil et donc avec qui je vais travailler pour les prochaines, au moins les prochains 6 mois, puisque mon premier mandat s'arrête dans 6 mois et je l'espère pour les prochaines années. Merci. Peut-être un mot, un conseil à un administrateur qui entrerait comme vous dans la fonction pour la première fois, si vous aviez un conseil, et je vais passer la question à chacun d'entre nous. Alors, si vous me permettez, je vais en donner 2. Alors, un conseil qui va s'adresser directement à une personne qui prendrait un mandat. Et ce conseil, c'est de faire en sorte d'être toujours crédible. Et pour faire en sorte d'être toujours crédible, mon conseil, c'est évidemment, comme l'a dit Pierrick, c'est de se former. Ça, c'est vraiment la base de tout. C'est de se former, mais c'est aussi d'étudier de façon très approfondie les dossiers et plus que tout, de n'intervenir que de façon judicieuse. Parce que vouloir intervenir à tout prix n'a pas d'intérêt. Moi, comme je l'ai expliqué, quand j'ai pris mon mandat, je considérais que j'avais le droit à 2 cartouches par conseil. Et donc, je m'efforçais de n'intervenir que 1 ou 2 fois, de façon excessivement précise et argumentée. L'idée étant de marquer les esprits et de dire, ah oui, là, ce qui est dit est judicieux. Et ça, c'est vraiment une force qu'on a, parce qu'au fur et à mesure du temps, on aperçoit qu'on gagne en crédibilité. Et aujourd'hui, non seulement j'ai plus que 2 cartouches, mais en plus, des cartouches me sont offertes à chaque conseil, puisque mes interventions sont requises par les autres administrateurs sur un certain nombre de sujets. On vous demande votre avis à vous, alors. Exactement. Vous avez la parole. Oui. Et donc ça devient excessivement intéressant, et c'est à ce moment-là qu'on joue vraiment son jeu. Mais pour ça, il faut être crédible à chaque intervention. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner à l'administrateur. Mais le conseil par-dessus tout, et c'est pour ceux qui vont désigner les futurs administrateurs, c'est, s'il vous plaît, veillez à choisir le bon administrateur ou la bonne administratrice. Non, mais c'est extrêmement important.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut nommer un administrateur, mais s'il n'est pas en mesure de s'interfacer avec les autres membres du comité exécutif, les autres administrateurs représentant les salariés, les autres membres du conseil, alors on a jeté en pâture quelqu'un qui va se retrouver installé au fond de la salle, à qui on va demander de se taire, ou pire, ce qui se passe malheureusement dans certaines entreprises, où en fait on a des pré-conseils qui se passent. Et donc en fait on a un administrateur sans la personne. Donc choisissez bien vos candidats, faites-le en concertation. L'intelligence collective des syndicats au sens large doit être mise en avant plutôt que, j'ai envie de dire, le nombrilisme de chaque syndicat qui voudrait avoir son candidat, quitte à ce que ce ne soit pas le bon. Et ça, il faut vraiment sortir de ça et choisir le bon candidat pour ce poste extrêmement particulier qu'est l'administrateur représentant les salariés. Merci. Avant de passer la parole pour conclure à Carole et Dominique, Sylvie, un regard sur tout ce qu'on vient de dire et peut-être le conseil aussi à des gens. Alors, on a vu que le vécu chez vous n'a pas toujours été très simple. Si on prend un petit peu de distance, comment est-ce que vous pourriez conseiller des gens qui embrasseraient la fonction et prendraient ce type de mandat au regard de tout ce qu'on vient de se dire, au regard de ce que vous avez vécu? Ouais. Alors, chez nous, c'est un peu différent parce que la formation, elle est obligatoire. Donc, elle est faite par l'entreprise, tout simplement pour une bonne raison, c'est que comme vous allez approuver des comptes, que vous avez des fonctions de ce genre, vous devez faire des formations qui vont être d'ailleurs validées par la Banque Centrale Européenne. Donc, ce sujet-là, mais c'est pas suffisant parce que les formations que l'on a eues pendant toute notre période de syndicaliste, elles devraient être complétées par, je dirais, un genre de coaching comme ça existe dans les formations de l'IFA, tout spécialement pour les administrateurs salariés, parce que c'est quelque chose de très différent de ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Et c'est le conseil que je donnerais pour les prochains qui vont me remplacer, c'est de se rapprocher justement peut-être d'organismes un peu plus spécialisés comme l'IFA pour avoir cette formation beaucoup plus près de ce qui va être vécu au sein de toutes les séances. Alors nous, on n'a pas forcément dans notre groupe et dans notre entreprise, on n'a pas forcément accès comme d'autres. Je vais citer quelqu'un d'autre, par exemple la SNCF, où ils ont des approches et ils sont dans des comités d'audit, etc. Donc ils peuvent avoir des liens beaucoup plus proches avec les autres administrateurs. Comme nous, ce n'est pas notre cas. Quand on fait des relations, c'est des relations justement où on va se faire peut-être remarquer, entre guillemets, au sein des séances plénières. Et je crois qu'il faut donner quelques codes à un représentant d'administrateur. C'est pas une fonction qui va de soi, parce que les organisations syndicales n'ont pas forcément, enfin du moins dans la nôtre, hein, moi je suis à l'UNSA, on n'a pas forcément tous les outils mis en place pour former ce type de mandat. Donc c'est l'un des conseils que je donnerais. Je dis s'impliquer énormément, parce que il faut bien connaître les sujets. Donc parfois il faut se faire aider. Et il faut se faire aider, donc on a des gens qui peuvent, genre les experts que l'on a au Conseil social et économique, les experts comptables, etc., qui peuvent, comme moi j'ai connu quand j'étais au comité de groupe, et heureusement d'ailleurs, parce que pour avoir vécu la crise des subprimes, heureusement que j'avais des personnes pour me traduire des fois ce qui pouvait se passer, parce que je suis désolée, mais très franchement, nous, on voit pas ces choses-là. Et pourtant, on va les vivre et on va les faire vivre à tout le monde. Et je dirais que c'est national et même international. Donc,
Aujourd'hui, ce qui peut se passer dans les banques, vous n'êtes pas censé le savoir, vous avez des devoirs de confidentialité, mais dans une crise sociale qui arrive, il va y avoir des problèmes. Donc voilà, donc ceux qui vont siéger dans ce genre d'instance, il va falloir qu'ils soient très vigilants et qu'ils aient des vrais conseils, alors des conseils techniques, mais aussi des conseils sur le savoir-être et le savoir comment aussi aborder le mandat. Voilà. Merci Sylvie. Je passe la parole à Dominique peut-être, si je vous laisse réactiver votre micro, cher Dominique. Alors, comment réagissez-vous? Quel conseil donneriez-vous? Regarde ce que vous avez entendu. Je pense à l'idée des deux cartouches, d'être économe dans la prise de parole. Comment est-ce que vous, qui avez été de l'autre côté, vous réagissez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous conseilleriez à de nouveaux administrateurs? Bon, on est tous d'accord sur la nécessité d'une formation, mais il faut effectivement aller au-delà. Et moi, je verrais plutôt dans les conseils, des conseils plus généraux, tels que avoir absolument la volonté de la compréhension. Oui. Et cette compréhension, elle nécessite effectivement une ouverture sur autre chose que l'expérience avec laquelle on peut arriver dans un conseil. C'est particulièrement vrai pour des salariés, mais c'est vrai aussi pour les administrateurs indépendants. On arrive chacun avec quelque chose à la semelle de nos souliers. Et en revanche, ou plutôt, il vaut mieux avoir cette volonté de compréhension profonde et aussi une conscience très acerbée de l'intérêt de l'entreprise. Ça me semble être des priorités. Bien sûr, j'adhère complètement à la nécessité de pertinence, de maîtrise dans la prise de parole, et aussi parce que on en a parlé tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, la confiance. Et la confiance ne peut s'acquérir qu'avec la confidentialité et une volonté vraiment manifestée de participer à égalité avec les autres. Alors, ça demande une connaissance des codes, c'est vrai. Ça demande aussi une espèce d'intuition de la situation d'un conseil. Et ça mérite de porter beaucoup d'attention, mais avec la boussole de la volonté de bien faire, je crois que c'est une très belle expérience pour tous, y compris pour les salariés. Et bien voilà une parole d'optimisme. Merci Dominique. Carole, pour conclure sur cette dimension, et vous avez activé le micro, vous êtes Je pense que je vais abonder dans le même sens que Dominique et Derrick, et je vais peut-être dire des généralités ou des banalités pour certains. Mais je pense que ce que je veux dire aussi est vrai non seulement pour l'administrateur représentant les salariés que tous les administrateurs, parce qu'après tout, comme on le sait, un administrateur représentant un AS est un administrateur comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Alors, c'est sûr que quand on est minoritaire ou se perçoit comme ça, on doit prouver sa légitimité. Et je sais de quoi je parle, car étant assez âgée par rapport aux autres intervenants, je peux témoigner que pendant toute ma carrière, j'ai été une femme dans un milieu d'hommes, et de surcroît une étrangère. Et quand on est dans ces situations-là, c'est un peu intimidant des deux côtés. Et là, je reviens sur le conseil d'administration. Pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir quelqu'un avec un parcours un peu différent. Et donc, il faut plusieurs choses. Il faut que l'administrateur se prépare à une hauteur de vue. Il faut créer, comme a dit Dominique, de manière réciproque les administrateurs indépendants, les administrateurs exécutifs, les administrateurs salariés, un climat de confiance, car quand la confiance est là, on peut résoudre, avancer et trouver des solutions. Il faut adorer son job, ou sa fonction, n'importe lequel, y compris évidemment celle d'AS, car cela donne envie de se battre, de se donner à fond et d'innover. Et à nouveau, en question d'innovation, et pour citer une femme exceptionnelle, Christine Lagarde, elle disait très, très récemment que la diversité est une extraordinaire source d'innovation.
Et donc, la présence de gens différents va nous apporter à faire beaucoup plus de choses. Il faut ensuite croire dans les gens, parce que chacun d'entre nous est génial. Encore faut-il être, et là je donne écho à ce que disait Eric tout à l'heure, il faut être la bonne personne au bon endroit, car là, elle donnera le meilleur d'elle-même. Et pour donner le meilleur d'elle-même et pour être un bon administrateur, grosso modo, si on voulait faire une recette de cuisine, on pourrait dire il nous faut un tiers d'information, un tiers de psychologie et un tiers de savoir-faire et la technique. Merci pour cette excellente recette, chère Carole. Merci à vous. Je vais donc d'abord vous remercier infiniment pour la qualité de ces échanges, nos chers intervenants. Merci Eric, merci Dominique, merci Sylvie, merci Carole. Et je vais passer la parole à Patrick, que je remercie aussi vivement d'être à l'origine de cette rencontre. Merci aussi à toute l'équipe qui est à l'origine de ce débat excellent et ce casting absolument formidable. Patrick, c'est à vous. Merci Fabien, merci Agnès Tanguerache et merci mille fois à nos intervenants avec lesquels nous avons passé un moment passionnant, intéressant, utile, d'expérience d'hommes et de femmes engagés. Vraiment bravo, merci. Mais vous le savez, nous n'aspirons pas au repos et les assises ne sont pas terminées puisqu'elles se poursuivent demain avec 3 rendez-vous. Le premier à 9h30 avec un deuxième panel d'importance aussi qui s'intéressera au levier de communication des administrateurs salariés, tant vis-à-vis d'ailleurs des salariés que des représentants du personnel. Et nous nous intéresserons aussi à leur rôle, à l'influence sur le dialogue social qui est le cœur de notre vocation du dialogue social. À 10h30, Isabelle Ferreira, sociologue, professeure à l'Université de Louvain, chercheuse associée à Harvard, nous donnera sa vision et ses propositions pour une autre gouvernance d'entreprise, très intéressant. Ensuite, petite pause et dernière séquence à midi, en partenariat avec le Bureau France de l'OIT, pour prendre connaissance du rapport d'Olivier Favreau, économiste, et Christophe Clair, avocat sur la gouvernance d'entreprise, cette fois-ci à l'échelle internationale. D'un point de vue technique, avant de vous remercier à nouveau, vous allez recevoir dans quelques minutes les uns les autres, à presque les 130 intervenants et participants à ce webinaire, un nouveau mail d'Elsa Martinez avec le lien de connexion pour demain matin, lien différent de celui d'aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée, de faire votre miel de tout ce que nous avons entendu et toutes les expériences d'administrateurs salariés de ce webinaire. Merci à tous. Merci Patrick, merci à tous. Merci. À demain.